Le personnel administratif du Parlement burkinabé bientôt plus qualifié dans les techniques rédactionnelles, c'est le fruit d'une bonne coopération parlementaire Burkina Faso-France. Nous reviendrons dans ce journal sur les mesures gouvernementales en faveur des Burkinabés, des mesures annoncées par le Premier ministre hier sur les antennes de la télévision nationale. Le Mali qui se prépare pour l'investiture de son premier président de l'après-crise. Les préparatifs vont bon trait à Bamako. C'est le sommaire de cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bienvenue à vous et merci de votre attention. Nous ouvrons ce journal avec ce communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence du Faso. Le président du Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, invité à l'investiture du président élu du Mali sur invitation des nouvelles autorités de Bamako. Le président du Faso, M. Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, assistera à l'investiture du président élu du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta. La cérémonie qui a lieu le 19 septembre à Bamako verra la participation de plusieurs chefs d'État élus au second tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 11 août 2013. M. Ibrahim Boubacar Keïta avait effectué le 31 août 2013 une visite au Burkina Faso pour remercier le président Blaise Compaoré pour son action en faveur de la paix au Mali. Sous la médiation de la CEDEAO menée par le président du Faso, sans la médiation de la CEDEAO menée par le président du Faso, il serait difficile au Mali de retrouver la paix et d'organiser l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 qui a abouti à ma victoire, avait reconnu le nouveau président élu du Mali. C'est donc un communiqué signé du directeur de la communication de la présidente du Faso, Eladj Ibrahimane Sakandé. Le Mali s'apprête donc à vivre l'investiture de son premier président de l'après-crise. L'événement aura lieu, vous l'avez compris, demain, 19 septembre, au stade du 26 mars à Bamako. Nos envoyés spéciaux qui sont déjà sur place dans la capitale malienne nous disent que les préparatifs vont bon trait. Nous aurons peut-être l'élément que Viviane Tiendrebego a préparé pour nous. Retour au Burkina Faso. Pour sa réunion hebdomadaire de ce jour, le gouvernement a fait la part belle à l'organisation des manifestations importantes en vue au Burkina, telle la prochaine rentrée et la prochaine rencontre gouvernement-secteur privé, les 9e ZUACO ou encore les premières journées de promotion des substances de carrière. Les ministres concernés ont fait le point des préparatifs de ces rendez-vous au Conseil. Karim Patrick Namouano nous propose une synthèse. Le gouvernement burkinabé opte désormais pour un suivi rapproché des projets et programmes prioritaires. Des bureaux d'études seront recrutés pour épauler les ministères dans leur suivi. Des sorties terrain et un renforcement de capacités sont prévus pour mieux évaluer les projets et programmes prioritaires qui, au premier semestre de mise en œuvre, enregistrent un bilan satisfaisant. Et ce qui ressort de ce bilan, c'est que, le dispositif en place fonctionne et cela a même permis, dans certains cas, de pouvoir facilement mobiliser les ressources. Vous avez vu que, par exemple, que pour Bagré, pour Doncin, de plus en plus, on arrive facilement à mobiliser les ressources. Ça montre que le suivi est bien fait. La réforme du secteur informel sera aussi au cœur des échanges à la prochaine rencontre gouvernement-secteur privé. 13e du genre, elle se tiendra à Bourg-du-Lasso en vue de trouver des réponses aux requêtes des acteurs du secteur privé. Donc nous avons retenu, au-delà de plus de la centaine de recommandations et des préoccupations du secteur privé, il y aura une cinquantaine qui feront l'objet d'examen par le gouvernement. Le secteur privé pourrait participer aux côtés de 4 ministères aux premières journées de promotion des substances des carrières. Du 24 au 27 octobre 2013, 300 experts sont attendus à Ouagadougou pour réfléchir sur la valorisation de ces substances.
On a le marbre rose, on a le calcaire, on a les soins dolomitiques, on a le granit qui peut par exemple servir à paver les rues de Burkina Faso. Et nous estimons qu'au lieu de donner des permis d'exploitation de carrières comme ça, il faut essayer de les organiser pour qu'ensemble on puisse apporter une contribution à l'économie nationale. L'exploitation minière rime parfois avec la destruction des ressources naturelles au détriment des générations futures. Désormais, le Burkina Faso disposera d'une politique nationale de développement durable assortie d'un fonds. Vous savez, toutes nos recherches nationales doivent alimenter ce fonds-là. En premier lieu, ce sont les ressources minières, les mines. On va peut-être allouer un certain pourcentage des ressources provenant des mines dans ce fonds-là. D'autres sources de revenus aussi seront plus ou moins prospectées pour construire ce qu'on appelle une genre de cagnotte pour les générations futures. Le ministère de la Communication prépare la 9e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, sous le thème « Communication, paix et démocratie en Afrique ». Il s'est agi déjà de mettre en mouvement les différents acteurs et différents paramètres pour permettre d'arriver à une bonne organisation et à une bonne tenue de cet événement. Et nous souhaitons mobiliser l'ensemble des acteurs, et journalistes, communicateurs, femmes et hommes des médias du secteur public comme du secteur privé. La communication tout comme la sensibilisation seront aussi importantes pour riposter efficacement à une éventuelle épidémie de méningite au Burkina Faso en 2014. Pour l'heure, un plan de riposte est en cours. Et ce plan vise essentiellement à faire en sorte d'accroître la surveillance à tous les niveaux sur le territoire national, de prédisposer des médicaments au niveau des structures de santé pour qu'il y ait une prise en charge très précoce lorsque un cas survient, de veiller aussi à ce que les laboratoires fonctionnent le mieux pour pouvoir savoir quel est le type de méningite au cas où ça surviendrait et éventuellement de nous préparer à une attaque par la vaccination systématique. Les besoins financiers de mise en œuvre du plan de riposte sont inscrits dans le budget 2014. Vous aurez bien sûr l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres à l'issue de ce journal. Actualité parlementaire à présent. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, à la fin de ses travaux à Ouagadougou, a adopté son budget 2014 et les rapports des missions d'observation des élections dans la sous-région. La 32e session du CIP UEMOA a permis des échanges avec le ministre des Affaires étrangères burkinabé et de prendre des résolutions et recommandations pour une plus grande efficacité sur le terrain. Voici pour vous la synthèse de cette session budgétaire. C'est avec Kwame Bama et Anna-Lucie Kéré. Réuni à Ouagadougou, depuis le 8 septembre, le comité interparlementaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a pu élaborer et adopter son budget de 2014. Il a également adopté le compte rendu des missions d'observation au Mali et au Togo notamment. À quelques heures de la clôture de ces travaux, il a eu des échanges avec le ministre burkinabé des Affaires étrangères à l'issue de sa communication sur les défis sécuritaires dans l'espace de l'UEMOA, avec comme exemple la crise malienne. Au nombre de mesures à prendre, je pense que l'équipement et la meilleure organisation de nos forces de défense et de sécurité s'imposent. Chacun de nos États doit avoir un arsenal et un dispositif de défense suffisamment dissuasif pour éviter que des agressions terroristes comme celles que nous avons connues au Mali ne soient réitérées. C'est avec la plus grande attention que les participants à la session budgétaire du CIP UEMOA ont suivi la communication du ministre Yipene Djibril Bassolé qui a duré plus de 2 heures d'horloge. On a beaucoup appris sur l'origine des crises en Afrique de l'Ouest et comment est-ce qu'on arrive à la résolution de ces crises-là et quels sont les différents mécanismes à mettre en œuvre pour qu'à l'avenir on puisse prévenir un certain nombre de crises. Et j'ai eu froid dans le dos quand j'ai entendu vraiment certaines choses que, étant député, j'ignorais. Et vraiment, je rentre chez moi avec plein de bagages dans la tête, puisqu'il a esquissé quelques solutions pour faire sortir nos États de cette menace du terrorisme. Le vice-président du CIP UEMOA, représentant son président, est revenu sur la perspective de la mise en place de leur parlement. Nous nous mettons, nous, et moi j'ai toujours dit ça, dans la perspective de relations fructueuses avec la Commission parce que tous les progrès que j'ai vus un peu partout
En ce qui concerne l'intégration, c'est toujours un travail en bonne intelligence entre le Parlement et l'organe exécutif. Mélégué Kaoré poursuivra en soutenant que cette session a été fructueuse. La rencontre de Ouagadougou a permis aux parlementaires de prendre des recommandations qui devraient leur permettre de bien accomplir leur mission et des motions de remerciement à l'endroit des autorités burkinabées. Une motion spéciale a été adressée au président du Faso pour son dévouement à la cause de l'intégration sous-régionale et pour le rôle central qu'il a joué dans le dénouement heureux de la crise complexe malienne en sa qualité de médiateur de la CEDEAO. Un exemple de coopération parlementaire qui donne du fruit, celle entre le Burkina Faso et la France. La Direction générale des services législatifs de l'Assemblée nationale ne dira pas le contraire. Elle, dont le personnel bénéficie d'une formation depuis ce matin. Des fonctionnaires de l'Assemblée nationale française sont les formateurs et les domaines concernés, la prise de notes et la rédaction de comptes rendus. Sur la cérémonie d'ouverture, le compte rendu de Sylvain Vebamba. Cet atelier de formation, premier d'une série et entrant dans le cadre de la coopération parlementaire entre l'Assemblée nationale du Burkina et celle de France, vise à moderniser l'administration parlementaire burkinabé. Nous aurons un volet sur la rédaction des comptes rendus, le perfectionnement des personnels chargés de la rédaction des comptes rendus des séances publiques. Et nous aurons un autre volet qui sera consacré aux activités de communication, à la fois la presse, le site internet et également toutes les activités de communication institutionnelle du Parlement. Le personnel de la Direction générale des services législatifs, qui va ainsi bénéficier de l'expertise de fonctionnaires de l'Assemblée nationale française, entend voir ses capacités se renforcer. Sur ce que nous faisons déjà, il y a beaucoup d'acquis, mais une formation de plus ne permettra qu'améliorer ce que nous avons toujours fait et renforcer cela surtout avec la contribution des experts qui vont nous accompagner aujourd'hui. Cela va nous permettre également donc de connaître les outils, en tout cas nécessaires, n'est-ce pas, à l'élaboration de ces débats parlementaires et échanger un peu sur les petites astuces qui sont donc utilisées en France pour donc permettre aux agents parlementaires de mieux remplir cette fonction au niveau du Parlement. Les premiers responsables du Parlement burkinabé sous la 5e législature veulent consolider les maillons de la chaîne de production législative. Vous savez que les procès-verbaux, là, c'est le compte rendu intégral des séances plénières. Il faut pouvoir le prendre rapidement, dans de bonnes conditions, et le rendre de façon lisible, en français facile, sans dénaturer en fait ce qui a été dit au cours de la séance plénière. D'autres formations relatives à des logiciels de documentation et d'archivage, à la légistique et à la rédaction administrative, ainsi qu'à la communication, sont également envisagées. Le Premier ministre a cœur ouvert avec les Burkinabés. C'était hier sur les antennes de la RTB. Plusieurs questions d'intérêt ont été abordées au cours de ce dialogue direct avec le gouvernement, le premier numéro de ce rendez-vous mensuel. Suivons Luc Adolphe Thiao sur les mesures prises par le gouvernement en faveur des populations. Toutes ces mesures que nous prenons font d'abord l'objet d'une étude approfondie en fonction de la capacité de notre budget à pouvoir les supporter. C'est-à-dire que quand vous prenez une mesure, vous devrez vous assurer que ça ne va pas déséquilibrer votre budget. Et c'est vrai, les fonctionnaires, les travailleurs, ils ont leurs préoccupations, mais je dois quand même rappeler que le gouvernement travaille pour l'ensemble des Burkinabés. Il y a, aujourd'hui nous sommes près de 17 millions de Burkinabés. Ceux qui sont concernés par effectivement les rémunérations salariales sont quoi au niveau de la fonction publique, il y a à peine autour de 125 000 agents, si nous ajoutons le privé. Donc, en tout cas, c'est très peu, à peine plus de 10% de la population ou 20% de la population qui est concernée. Alors, pendant ce moment, on a dit effectivement qu'il faut augmenter les salaires et au même moment, on voudrait que le gouvernement construise plus d'écoles, on voudrait que le gouvernement bitume plus de routes, qu'on nous puissions effectivement construire plus d'hôpitaux. Il faut que nous puissions accompagner l'agriculture. Donc vous voyez, quand vous avez votre budget, c'est comme vous, quand vous avez votre budget, vous essayez de les prioriser en fonction de ce que vous pouvez faire. Je crois que vraiment, je salue vraiment l'esprit
de dialogue qui prévaut entre les centrales syndicales, les syndicats autonomes et le gouvernement. La prise en compte des mesures que nous venons de prendre, comme vous l'avez rappelé, autour de 64 milliards, si justement ça va dans le sens d'une des préoccupations des syndicalistes, qui est de travailler à ce que on puisse revaloriser un peu, quel que soit le pouvoir d'achat des travailleurs. Donc, certes, on peut avoir l'impression, à titre individuel, que ce n'est pas beaucoup. Quand quelqu'un dit, bon, 5 000 francs, c'est pas beaucoup. Mais quand vous multipliez ça par le nombre donc, de personnes concernées, la masse salariale, ça devient quelque chose d'important sur notre budget. Et nous avons quoi en 2012, puisqu'on n'a pas fini d'évaluer le budget, l'exécution du budget 2013, nous étions autour de quoi autour de 1000 milliards 300 ou 400 millions de francs CFA. Vous voyez, pour l'ensemble des dépenses que nous avons, qui se tournent autour de 1000 milliards 400 millions de francs. Donc, quand vous avez un budget de 1000 milliards, on ne peut pas inventer ce qu'on n'en a pas. Donc, nous essayons de donner ce que nous pouvons. Et nous pensons certes que nous sommes convaincus que, bien sûr, que nous aurions pu faire mieux si, effectivement, nous pouvions avoir des recettes qui étaient de l'ordre de 2000 milliards à 3000 milliards. Voilà un extrait retenu pour nous par Adjima David Tchombiano. La planification stratégique permet une claire vision des objectifs à atteindre et c'est le vœu du Conseil supérieur de la communication pour ces cadres, des responsables de services qui seront plus aptes à planifier leurs projets à long terme à l'issue de la formation dont ils ont bénéficié hier mardi. Nathalie Savadogo. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, veut améliorer les méthodes de travail de ses cadres. Pour ce faire, il a organisé un atelier de formation en planification stratégique au profit des différents chefs de département, des chefs de service, des chargés de mission et d'études de la direction régionale de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Nous avons beaucoup de documents de planification. Nous faisons des programmes d'activité, nous faisons des rapports d'activité. Nous faisons aussi des TDR, on fait beaucoup de notes d'études, on fait des feuilles de route. Alors, pour améliorer tout cela, nous avons besoin quand même d'être formés. Alors, donc, je pense que ça va permettre aux agents, aux cadres surtout, de bien, effectivement, d'améliorer ces documents-là pour que le CSC puisse, effectivement, aller de l'avant. Et pour y parvenir, le CSC a sollicité l'appui de Perfectum Afrique. Nous verrons tout ce qui se rapporte à l'approche long-termiste, asseoir une réflexion stratégique qui puisse permettre de décliner des stratégies sur lesquelles le Conseil peut s'appuyer pour avancer. Mais il n'y a que quand ces stratégies seront déduites du processus de planification, il s'avérera utile de les implémenter à travers une démarche de centration sur les résultats. Cette formation est une opportunité offerte aux responsables de l'institution pour leur permettre de planifier, d'inscrire leurs actions dans le long terme afin d'être beaucoup plus performants. Voici un geste qui va améliorer les conditions de travail à la rédaction de la télévision du Burkina. Cela nous vient de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso qui a remis des ordinateurs au service d'information et de reportage. Il faut saluer ici une collaboration fructueuse entre la rédaction du journal télévisé et l'ambassade des USA. La remise du matériel ce matin avec Bouma Ernest Nebié et Ramatouzida. Une visiteuse au service des informations et reportages de la télévision du Burkina. Elle n'est pas venue les mains vides. Elle, c'est la directrice de la section diplomatie publique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. La diplomate américaine a apporté des ordinateurs. Par ce geste, l'ambassade entend apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de travail des journalistes de la nationale de l'image et du son. Nous avons eu les conversations toujours avec les leaderships de RTB et leurs besoins. Donc c'est une bonne opportunité pour partager nos ressources avec RTB pour, j'espère, améliorer leur équipement pour leur programme. Donc les nouvelles publiques, c'est vraiment important et j'espère qu'elle va vous aider. Ce geste a été bien apprécié par le directeur de la télévision. C'est
assez important pour nous, dans la mesure où ça contribuera à rehausser le niveau des équipements qui nous font défaut, mais que l'on commence à acquérir peu à peu, et cela va contribuer à renforcer le système de la rédaction, dans la mesure où c'est des équipements performants que nous avons eus et qui ouvrent la voie à une collaboration dans d'autres domaines, et nous avons souhaité continuer dans cet esprit, et l'ambassade a promis examiner cette requête et nous donner une suite probablement favorable qui nous permettra d'avoir d'autres équipements et d'autres formes de coopération pour renforcer les équipements, renforcer le niveau de la formation professionnelle et renforcer le rendu des émissions et des reportages à la télévision du Burkina pour le bonheur des populations de notre pays. Après la remise des ordinateurs, Meg Rix a visité les autres services de la télévision en vue de s'enquérir des conditions de travail du personnel. Cette visite pourrait susciter d'autres contributions de l'ambassade américaine au profit des travailleurs de la RTB. Pourquoi pas? Et puis le médiateur du Faso, qui veut mieux se faire connaître de la société civile burkinabé, a fait l'option d'une journée d'information qui a permis à ce partenaire social de se familiariser aux missions et objectifs de l'institution Kadi Sanogo. La mission générale dévolue au médiateur du Faso est de répondre aux besoins de dialogue et de compréhension entre l'administration publique et les administrés afin de rompre la rigidité et la lourdeur des structures administratives. Cette journée d'information avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains vise à échanger autour des missions du médiateur du Faso. Une action qui contribue au renforcement de la bonne gouvernance. Le médiateur du Faso est un organe d'intercession, de recours pour l'administré. Il faut pour cela une bonne communication, connaissance réciproque, pour mieux assumer les missions au service du citoyen, au service bien sûr de l'ensemble de la communauté. S'il y a de bons rapports entre le médiateur et les administrés qui connaissent les procédures, qui connaissent les missions, et je pense que c'est toute chose qui va contribuer à la bonne réalisation des missions du médiateur du Faso. Et cela va contribuer aussi de façon générale à la qualité, l'amélioration de la qualité des rapports entre les citoyens et les administrations, les services de l'État. Cette journée d'information sera une occasion pour présenter et informer davantage ce groupe cible sur les caractéristiques essentielles de l'institution. Pour mieux aller de l'avant, leurs observations, inquiétudes et propositions seront recueillies. Au total, 140 boutiques témoins sont prévues sur l'ensemble du territoire burkinabé pour l'opération de vente de vivres à prix social prévue pour durer jusqu'au 31 décembre prochain. La SONAGES dispose de plus de 50 000 tonnes de céréales. Le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire veut associer les maires de Ouagadougou à l'identification des boutiques témoins dans la capitale burkinabé. Le ministre a rencontré les élus à cet effet. Ismaël Diloma, Sirima, Nathalie Savadougou. Associer les élus locaux à l'identification des boutiques témoins, c'est la démarche entreprise par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire qui a réuni les maires des 12 arrondissements de Ouagadougou. Dans la commune de Ouagadougou, on aura 29 boutiques témoins, soit au minimum 2 par commune. Et Mahama Zungrana veut qu'elle se situe là où il faut. Dans le choix de la localisation d'une boutique témoin, il faudrait voir la concentration de la population. Effectivement, ça ne sert à rien d'installer une boutique témoin dans une zone à faible concentration, tandis que dans d'autres où la concentration est extrêmement importante, il n'est pas la possibilité d'accéder facilement. Les boutiques vont fonctionner en journée continue de 8h à 14h du lundi au vendredi. Chaque boutique sera ravitaillée par la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire à raison de 10 tonnes de maïs et 10 tonnes de riz local. Les stocks sont disponibilisés à la SONAGES pour faire face à cette mesure. Et ensuite, le gouvernement met en place au niveau de la SONAGES des moyens nécessaires pour collecter au cas où ce que nous avons comme stock à la SONAGES venait en tout cas à s'amenuiser. C'est ainsi que près de 18 milliards de francs ont été en tout cas mis en place pour que, au fur et à mesure que nous avançons dans l'aménagement du stock, nous puissions faire appel à une collecte.
Au total, 140 boutiques seront identifiées sur toute l'étendue du territoire, avec 14 à Bobo, 30 dans les chefs-lieux de province et 2 dans chaque commune urbaine. On pourra acheter dans ces boutiques le sac de 100 kg de maïs à 12 000 francs CFA et celui de 50 kg de riz local à 15 000 francs. Découvrons à présent le rapport mondial sur la situation de l'eau et de l'assainissement. C'est l'agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique qui informe sur la mise en œuvre de l'analyse et de l'évaluation mondiale de l'ONU sur le secteur de l'assainissement et de l'eau potable. Fousseni Kindo. Ils sont réunis pour préparer un rapport sur la situation de l'eau et de l'assainissement au Burkina. Ces représentants d'institutions et de ministères ont été conviés par l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique EAA pour échanger sur les modalités de collecte des informations dans le cadre de GLAS, le Global Annual Assessment for Sanitation and Drinking Water, en français, signifie l'analyse et l'évaluation mondiale de l'ONU Eau sur l'assainissement et l'eau potable. Au niveau de notre pays, EAA a été désigné en tant que membre du comité de pilotage de GLAS pour piloter cette initiative qui permettra de mettre des outils d'évaluation à la disposition de l'ensemble des acteurs pour qu'on ait un système d'évaluation harmonisé au niveau de nos États et aussi permettre de déterminer les besoins restants en la matière afin de mobiliser les ressources. La situation de l'eau et de l'assainissement est alarmante sur le continent africain. Selon le rapport GLAS, 300 millions d'Africains n'ont pas accès à des services d'eau potable améliorés et 640 millions à un assainissement décent. Ces contraintes seront discutées au cours du 3e forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement qui se tient à Abidjan en novembre prochain. Pour en parler, EAA a profité de l'occasion de l'atelier pour informer sur cette rencontre en vue d'une mobilisation effective des participants du Burkina Faso. Le processus LEG est un outil qui permet d'évaluer les besoins de l'élevage en situation d'urgence afin de formuler des interventions appropriées. Les acteurs du Centre-Nord se forment aux normes directives pour l'aide d'urgence à Kaya. Adama Koulibaly nous donne des précisions sur cet atelier. Un des piliers de l'économie burkinabé, l'élevage connaît depuis un certain temps des difficultés consécutives aux variations climatiques. Pour remédier à cette situation, la FAO développe au Burkina Faso le processus LEG, c'est-à-dire normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage, dont les acteurs du secteur sont en train d'être initiés au contenu. Le programme LEG, c'est un outil qui permet d'évaluer les besoins en assistance dans le domaine de l'élevage en situation d'urgence, d'identifier et de formuler les types d'interventions les plus appropriées, d'en suivre leur mise en œuvre et d'en évaluer l'impact. Donc c'est un outil d'intervention qui est mis à la disposition, premièrement, des spécialistes de l'élevage qui interviennent dans le domaine humanitaire ou des humanitaires qui interviennent dans le domaine de l'élevage. Outil de sauvegarde des moyens de subsistance des pasteurs et agro-pasteurs victimes de chocs climatiques, cette formation sur le processus LEG est destinée aux agents des services d'élevage et les ONG et associations intervenant dans le domaine humanitaire. Au bout de 3 jours, normalement, les participants qui sont là doivent être à mesure donc, de réaliser une évaluation initiale des besoins donc, des ménages affectés, surtout les ménages qui sont beaucoup plus agro-pasteurs et pasteurs, parce qu'on sait que l'élevage constitue beaucoup dans l'économie donc, des ménages, et ensuite apporter donc, une réponse adéquate. Donc, en cas de besoin, issu donc de l'évaluation. Dans ce contexte de vulnérabilité climatique, l'outil LEG peut être considéré comme une riposte au profit des éleveurs afin de mieux booster le secteur de l'élevage. La maison de la femme de Ouagadougou sera encore plus accueillante à l'avenir. C'est ce cadre que le ministère de la Promotion et de la Femme et du Genre a choisi pour respecter le mot d'ordre de reboisement du gouvernement, un geste qui participe bien sûr à l'épanouissement de l'autre moitié du ciel. C'est 12 ans, Nathalie Savadogo. Ces femmes sont rassemblées avec une volonté commune, reverdir leur maison commune, la maison de la femme de Ouagadougou. Sous la direction de la secrétaire générale du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, elles vont mettre en terre une centaine de plans.
Des plants composés de manguiers et de baobab. Nous sommes là ce matin. Bon, c'est vrai, nous sommes maintenant pratiquement à la mi-septembre et le délai officiellement recommandé, nous savons que c'était le 30 août. Mais bon, il faut dire que nous sommes là dans un cadre environnemental dédié à la femme. Donc nous voulons embellir cet espace qui est vraiment par essence le lieu d'épanouissement des femmes. Toutes les femmes ici présentes ce matin, de retour dans leur famille, doivent planter chacune 10 arbres. En retour, elles transmettent le message à leurs sœurs, leurs voisines du quartier ou même d'ailleurs. Selon la secrétaire générale du ministère en charge de la promotion de la femme, une direction est mise en place pour le suivi et l'entretien de ces plans. L'action elle-même s'inscrit dans le cadre du mot d'ordre national de reboisement et de reforestation, c'est-à-dire planter mais planter utile. Alors nous recevons un invité de dernière minute dans ce journal. Il s'agit de M. Adamatou, qui est le directeur des transports à la Sonabel. Il vient nous parler de quelques difficultés que connaît la nationale de l'électricité en ce moment. Une panne sur l'axe Paz-Aktouli qui a fait bien sûr des dégâts. La panne est survenue et on parle de délestage. Bonsoir M. Tou. Bonsoir madame. Qu'est-ce qui se passe exactement sur l'axe Paz-Aktouli? Alors, il faut dire que dans l'après-midi de ce soir, nous avons enregistré un défaut sur cette ligne qui relie le poste de Pas à celui de Aktouli. Donc, cette ligne qui est chargée d'acheminer l'énergie depuis la Côte d'Ivoire pour alimenter les abonnés de la zone de Ouagadougou. Donc, il y a un défaut qui s'est avéré aux environs de 17 heures. Et nos équipes sont à pied d'œuvre pour retrouver la panne. Alors on parle d'un délestage. Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera concerné par ce délestage? Alors il faut dire qu'en l'absence donc de cette ligne, donc on sera privé de cette ligne le temps de remédier au problème. Et ça veut dire que la ville de Ouaga sera privée d'environ 40 MW qu'elle importait à partir de cette ligne. Donc, le manque donc de cette puissance-là va entraîner un déséquilibre qui oblige la Sonabel à opérer donc, un délestage. Malheureusement, c'est la seule solution qui existe. Il va falloir attendre jusqu'à quand, puisqu'on n'a pas encore trouvé la panne, il faut attendre encore longtemps. Exactement. Les équipes sont sur le terrain à l'instant où on parle, en train de rechercher donc, l'origine de la panne. Dès qu'elle sera identifiée, on aura plus d'éléments pour évaluer la quantité de dégâts et éventuellement le délai que ça va prendre pour réparer. Mais je pense que... Et le délestage, ça se passera dans quelle période? Le matin, l'après-midi, le soir, ou c'est toute la journée, 24 heures sur 24? Comment cela va se passer? Est-ce qu'on peut avoir une idée précise? Alors, les délestages, c'est généralement aux périodes de forte demande. Et les périodes de forte demande, c'est dans la soirée, jusqu'aux environs de 23h minuit, par exemple. Et également, le matin, à partir de 7h, 8h, que la demande augmente. Et à partir de ce moment, il est probable, je dis bien, il est fort probable qu'il y ait des délestages à partir de ces moments-là. Est-ce que vous avez des recommandations particulières? Les recommandations, elles sont toujours les mêmes. En période de pénurie de la denrée, il faut faire l'économie. Il faut faire l'économie d'énergie, n'utiliser réellement que les appareils dont on a besoin afin que les ressources disponibles puissent être partagées au maximum de personnes.
Merci, M. Tou, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ces difficultés que connaissent en ce moment la Sonabel. Difficultés liées à une panne sur l'axe Pas-Zaktouli et qui va obliger à observer un délestage pendant un certain temps. Merci et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons ce journal. Donc, Toussiana a reçu la visite du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, le professeur Moussa Ouattara, qui a fait le tour des établissements primaires et secondaires de la localité, a aussi félicité les meilleurs élèves de l'année scolaire écoulée, Moumouni Barou. À l'orée de la rentrée scolaire 2013-2014, le ministre de l'Enseignement secondaire et supérieur, Moussa Ouattara, est dans la commune de Toussiana pour apporter ses encouragements aux élèves et au personnel éducatif. Il a profité de son séjour pour procéder à l'inauguration de l'école primaire de Ouampéa 1 réhabilitée. Et 30 millions de francs CFA ont été mobilisés grâce au soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour rénover entièrement cette école, ce qui a suscité la joie de la population. Cet établissement était dans un état de délabrement assez avancé et sa réhabilitation était nécessaire. Le ministre Moussa Ouattara a ensuite mis le cap sur le quartier Nyanaba pour la pose de la première pierre de l'administration du lycée communal de Toussana avant de procéder à la remise des prix d'excellence à l'occasion de la journée de l'éducation. Plusieurs prix composés de kits scolaires ont été distribués aux meilleurs élèves du primaire et du post-primaire à l'issue d'un concours d'excellence organisé. À côté de cela, les 2 premiers au CEP et au BEPC ont, en plus des fournitures scolaires, reçu des vélos. Les enseignants méritants ont aussi été primés. C'est vrai que les indicateurs ont été sérieusement améliorés, mais nous pensons qu'il faut travailler également sur la qualité. Donc c'est pourquoi nous récompensons effectivement ces acteurs-là. C'est une initiative du conseil municipal qu'il faut aussi saluer, encourager, souhaiter vraiment que ce soit une initiative pérenne, parce que le même conseil remarquera l'année prochaine, j'en suis convaincu, que quand il s'agirait de faire le point, ils verront que les moyens, en tout cas au niveau des excellents, ce serait effectivement amélioré. Ainsi, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, a souligné le maire, car selon lui, beaucoup reste à faire. Il a donc souhaité voir au plus pressé la réhabilitation des classes supplémentaires et l'implantation de nouvelles infrastructures pour réduire les distances parcourues par les élèves. Et l'épineuse question du manque d'enseignants dans les écoles n'a pas été occultée. À Ouagadougou, les élèves du centre de développement pour enfants de Pissi n'auront plus de soucis à se faire pour la prochaine rentrée des classes. Les fournitures scolaires leur ont été offertes par l'Église des Assemblées de Dieu en collaboration avec Compassion Internationale, une ONG bien connue pour ses soutiens multiformes aux élèves en difficulté à travers le Burkina Faso. Ismaël Diloma, Sirima, Sylvestre Da. Les pensionnaires du centre de développement pour enfants CDE de Pissi, en fait, et pour cause, ils viennent de recevoir des fournitures scolaires pour entamer la nouvelle année scolaire. Ce don est l'œuvre de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Pissi 1 en collaboration avec Compassion Internationale, 2 acteurs qui ont permis au centre de voir les jours. Compassion ne se vient pas directement avec les enfants, mais Compassion vient soutenir les églises qui ont déjà un ministère pour les enfants, qui ont à cœur le développement, la protection de l'enfant et qui ont déjà quelque chose en vue. Le centre offre aux élèves des programmes d'enseignement général, mais aussi des formations en menuiserie, en tricotage et en musique. Autant de raisons qui enchantent les parrains. Ce qui est intéressant, c'est quand on assiste à des actions pratiques qui montrent effectivement qu'on a du souci pour l'avenir de la nation en s'occupant des enfants. J'ai répondu positivement à cette invitation, tout simplement parce qu'il s'agit d'éducation et que nous nous inscrivons dans la logique d'accompagner toujours les initiatives éducatives. Ouvert en mars 2006 avec 181 élèves, le CDE de Pissi compte actuellement 266 enfants, dont 106 inscrits au primaire et 160 au secondaire. Un chapiteau à l'enceinte de l'aéroport de Ouagadougou pour accueillir les pèlerins pour le Hajj 2013. Voilà qui traduit la volonté du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque de rendre ce voyage en terre sainte de l'islam agréable cette année. Une délégation ministérielle a fait l'état des lieux des travaux. Ramatouzida.
Voici le nouveau chapiteau qui va servir de site des pèlerins à Ouagadougou. Auparavant reçus dans ce magasin de l'ex-UCOBAM, les prochains passagers de l'avionneur NAS Air Carter ont désormais pour loge un cadre plus confortable. Conçu à l'image d'une aérogare, ce temple est compartimenté en 3 niveaux. Une salle d'attente pour les femmes, une autre pour les hommes et une salle d'embarquement. Outre ce dispositif, d'autres mesures sont prises pour le grand bonheur des voyageurs à la Mecque. Vous savez, en aviation, le premier problème c'est la sécurité et la sûreté. Tout commence par là. Vous voyez tout le circuit compliqué qu'on a fait, les barrières que vous voyez un peu partout, c'est d'abord pour des questions de sécurité. Ce que vous voyez là, c'est le sommet de l'iceberg, tout ce qui se fait en bas se repose d'abord sur la sécurité et la sûreté. Et je ne souhaiterais pas non plus le développer sur ça, puisque c'est des questions qui nous sont propres en matière de sécurité et sécurité. Mais sachant que tout a été pris en compte. C'est un don du président du Faso suite à la demande formulée par le Comité national de suivi de pèlerinage à la Mecque. Il a une capacité d'accueil de 1000 personnes et le nombre d'inscrits à la présente édition du Hajj est de 4400, d'où un projet de décentralisation du site en ce qui concerne les pèlerins de Bobo-Dioulasso. Des procédures sont aussi en vue pour la réalisation d'une véritable aérogare. C'est un projet qui est assez avancé. Les appels d'offres sont lancés et je crois que d'ici la fin de l'année, très probablement, nous aurons des résultats et nous pourrons entamer les travaux de construction au cours de l'exercice 2014. Tout est fin prêt selon les organisateurs pour accueillir les futurs El-Hadj de l'édition 2013 dont le premier vol est prévu pour le dimanche 22 septembre. L'édition 2013 du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, elle s'annonce sous le signe du tourisme et technologie de l'information et de la communication. Quelles opportunités pour l'Afrique? Le comité d'organisation du 10e CITO était face aux hommes de médias ce matin pour un aperçu des préparatifs. Abdou Rasmane Zongo. Du 26 au 29 septembre prochain se tient l'édition 10 du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO. Les hommes de médias ont de ce fait eu droit ce matin à des éclairages sur les préparatifs de l'événement. Le CITO organisé annuellement par le ministère en charge du tourisme vise au plan interne et international à faire connaître les potentialités touristiques du Burkina Faso et à le positionner comme la destination privilégiée en Afrique de l'Ouest. La 10e édition du CITO offre l'occasion aux professionnels des voyages de découvrir les potentialités offertes par le web et d'examiner l'efficacité des pratiques et procédés utilisés pour la promotion des destinations touristiques. 8 tours opérateurs et agences de presse ont confirmé leur participation et 8 nations avec le Tchad comme pays invité d'honneur sont attendues aussitôt, dont l'une des ambitions affichées est de mieux vendre l'image touristique du Burkina Faso. Des hommes de médias également informés de la nouvelle vision de l'Institut français de Ouagadougou à l'affiche de la rentrée culturelle le 20 septembre prochain. Concert, danse chorégraphique, exposition photo. Une soirée qui donne le ton de la nouvelle saison. Moussaki, Evelyne Dabiri. L'Institut français de Ouagadougou est une des grandes figures dans la promotion des activités culturelles du Burkina. De jazz à Ouagadougou, aux projections cinématographiques en passant par le théâtre et la danse, ce centre reste une tribune d'expression artistique. Cette rencontre avec les journalistes est le signe du déroulement d'une saison d'action culturelle initiée par la nouvelle équipe de l'Institut. C'est une soirée qui va mixer les différentes expressions artistiques, que ça soit aussi bien donc une exposition d'un photographe qui avait été choisi par mon prédécesseur Alain Milot, mais aussi donc une petite intervention chorégraphique des danseurs de Edith, de Irène Tassenbedo, que ça soit aussi une mise en bouche avant le grand concert de Kanzai et puis le bal poussière avec Balaké. Pour la musique en particulier, l'accent sera mis sur celle chantée en langue française. Il s'agit d'interpréter certains auteurs comme Jacques Brel, Georges Moustaki, Léo Ferrer, des icônes de la musique poétique d'expression française, des artistes qui ont souvent utilisé dans leur musique les textes littéraires de Victor Hugo et de Paul Fort. Pour cette saison, ce sont des auteurs français, sénégalais, congolais et burkinabés qui vont se côtoyer à Ouagadougou du 20 septembre jusqu'en fin novembre.
Nous retrouvons notre invité, M. Adamatou, qui nous parlait tantôt des difficultés que connaissent en ce moment la Sonabel. M. Tou, je pense que vous avez un autre mot à l'endroit des téléspectateurs, des populations de Ouagadougou en tout cas. Oui, merci. Je voudrais, avant de terminer, présenter au nom du directeur général de la Sonabel les excuses de la Sonabel pour les désagréments que les abonnés de Ouagadougou vont subir ces derniers temps et les rassurer que nous mettons tout en œuvre pour identifier la panne et le réparer dans les meilleurs délais. Voilà. Merci beaucoup, M. Tou. Merci d'être resté avec nous pour ce journal que nous, avant de terminer, sachez que le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations 2014 a eu lieu ce mercredi au Caire, siège de la Confédération africaine de football. 16 pays sont qualifiés et les étalons locaux sont logés dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, de l'Ouganda et du Maroc. Le championnat d'Afrique des Nations va se dérouler du 11 janvier au 14 février 2014. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais restez avec nous pour le compte-rendu du Conseil des ministres dans quelques instants.